Bonjour, Boualem Sansal avait soulevé un espoir. La France espère la libération de Christophe Glaise, seul journaliste français officiellement détenu à l'étranger actuellement. Sa peine vient d'être confirmée en appel. Elle interroge sur l'état de la relation entre la France et l'Algérie. On avait cru à un léger mieux, possible ou pas. Benjamin Stora, vous êtes l'un de ceux en France qui connaissait le mieux l'Algérie pour y être né d'abord à Constantine et l'avoir étudié en tant qu'historien. C'est votre rapport remis en 2021 qui a permis d'entamer un travail de réconciliation autour de la mémoire de l'histoire commune entre la France et l'Algérie. Rapport à la suite duquel fut constituée une commission mixte d'historiens algériens et français que vous coprésidez au nom de la France. Je précise que vous êtes aussi l'auteur avec Thomas Negaroff de France-Algérie, anatomie d'une déchirure, c'est paru aux éditions Les Arènes. Cette semaine, Christophe Glaise a donc vu sa peine de 7 ans de prison confirmée par la cour d'appel de Tizi Ouzou. Le journaliste est reconnu coupable d'apologie du terrorisme et possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national de l'Algérie. Retour en images. Réunis dans les locaux de Reporters sans frontières, les proches de Christophe Glaise espéraient la clémence de la justice algérienne. Mais l'annonce du jugement a fait l'effet d'une douche froide. 7 ans de prison pour apologie du terrorisme et possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national. Très ému et surtout extrêmement sous le choc. C'est la définition un peu de l'abattement parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Passionné de football, Christophe Glaise a été arrêté en Algérie il y a 1 an et demi, alors qu'il effectuait un reportage sur le club de foot de Tizi Ouzou. La justice algérienne lui reproche d'avoir contacté un dirigeant du club, également responsable du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, classé terroriste par les autorités algériennes. Autre grief, l'absence de demande de visa de journaliste. Aux côtés de la famille, depuis l'arrestation en mai 2024, Reporters sans frontières fustige la décision judiciaire algérienne. Sur quel ton il va falloir expliquer que le journalisme n'est pas un crime? Pourquoi la justice algérienne n'arrive pas à le comprendre? Sa famille espérait que Christophe Glaise bénéficierait du récent réchauffement des relations entre la France et l'Algérie. Ses avocats peuvent désormais se pourvoir en cassation. Motif d'espoir plus plausible pour le journaliste, une éventuelle grâce présidentielle, comme celle qui a permis la libération de l'écrivain Boualem Sansal le 12 novembre dernier. Benjamin Stora, vous avez été surpris, choqué peut-être de voir la condamnation de Christophe Glaise à 7 ans d'emprisonnement confirmée en appel? De toute façon, oui, choqué, bien entendu, dans la mesure où la place, comme ça a été dit par le responsable de RSF, de Reporters sans frontières, la place d'un journaliste, naturellement, n'est pas la prison. D'autant, bien sûr, que Christophe Glaise appartient à un magazine, à SoFoot, qui fait un travail absolument remarquable, pas simplement dans la relation des faits de football, mais aussi de l'environnement sociologique, anthropologique, politique, économique, entre le monde du football et le monde de l'argent, par exemple, le monde du football et le tiers-monde. Donc c'est dans ce cadre-là que Christophe Glaise, dans le fond, poursuivait ce qu'il avait commencé depuis de nombreuses années. J'avais d'ailleurs moi-même été interviewé dans SoFoot. Il poursuivait depuis de nombreuses années ses enquêtes, ses explorations sur le rapport entre le football, les clubs, un pays, une histoire. On a eu tort de parler d'otages, voire pour certains d'otages d'État, à propos de Christophe Glaise. Son avocat, maître Emmanuel Daoud, a rejeté cette notion, comme celle d'ailleurs de prisonnier politique. Ça vous a là aussi surpris? Vous pensez que c'est contre-productif? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que, disons que je suis plutôt d'accord avec ce que dit l'avocat, c'est-à-dire Emmanuel Daoud. Je crois qu'effectivement, nous avons affaire là à un détenu, effectivement, Christophe Glaise, qu'il s'agit aujourd'hui de libérer. Je pense que c'est tout à fait important. Donc il n'est pas nécessaire, de mon point de vue, disons, d'en rajouter dans une sorte de surenchère, disons, à caractère idéologique et politique, qui en fait obstrue la possibilité d'un dialogue entre les deux pays. Lorsqu'Emmanuel Macron dénonce un jugement excessif et injuste, comme il vient de le faire depuis Pékin, ça reste dans les limites de l'acceptable en termes de commentaires? Non, je pense qu'il a raison, naturellement, bien sûr, parce que l'arrestation de Christophe Glaise a ému
naturellement en France, et puis pas simplement ému en France, en Algérie aussi, parce que moi j'ai beaucoup d'amis qui sont journalistes en Algérie et qui ont été très émus et qui considèrent que cette arrestation est contre-productive par rapport à la liberté de la presse en Algérie, c'est-à-dire le fait de pouvoir écrire, publier, produire librement. Donc ça a choqué aussi en Algérie, pas simplement en France. Christophe Glaise, rappelons-le, est entré en Algérie avec un visa de tourisme alors qu'il venait effectuer un reportage sur le club de foot Jeunesse Sportive de Kabylie. Il avait, lors de précédents échanges hors d'Algérie, de 2015 à 2018, rencontré des dirigeants du club, dont certains sont ou étaient responsables du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, classé depuis 2021 en Algérie comme organisation terroriste. Là, on fait un détenu différent, d'après vous, de Boualem Sansal ? Je crois de toute façon que c'est un détenu différent, bien entendu, parce que ce qui lui a été reproché, effectivement, ce sont des rencontres en 2015. C'est-à-dire avant même que cette organisation soit classée comme organisation terroriste en 2021. Donc il les avait rencontrés avant, plusieurs années auparavant. Donc là, effectivement, ce qui fait dire à l'avocat Emmanuel Daoud que le dossier est vide, parce qu'effectivement, il s'agit presque d'une peine rétroactive par rapport à ce qu'il a fait. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose, ce n'est pas tout à fait la même histoire que Boualem Sansal, qui avait, lui, comme on le sait, fait des déclarations sur le fait que l'Ouest algérien appartenait au Maroc. Bon, il a d'ailleurs réitéré, disons encore, après sa libération, ces déclarations qui ne correspondent pas, bien sûr, pour moi, à la vérité historique. Boualem Sansal, lui, qui a donc été libéré le mois dernier sur intervention de l'Allemagne. Expliquez-nous, Caroline Dublé à Merlin. 2 jours avant la libération de Boualem Sansal, le président allemand Frank-Walter Steinmeier avait déposé une demande officielle de grâce auprès de son homologue algérien, le président Abdelmadjid Tebboune. Motif invoqué, des raisons humanitaires et l'état de santé préoccupant de l'auteur franco-algérien de 81 ans. Sa requête a été entendue et 2 jours plus tard, Boualem Sansal s'envolait à bord d'un avion officiel pour Berlin pour recevoir ici des premiers soins de santé. Il faut dire que le président algérien lui-même était venu en 2020 et en 2021 recevoir ici des soins médicaux suite à une infection de Covid sévère. Depuis, les 2 chefs d'État entretiennent d'excellentes relations et discutent régulièrement au téléphone. C'est sans doute cette très bonne entente qui a facilité la médiation allemande. Et autre point important, n'étant pas au cœur de la crise diplomatique entre Paris et Alger, Berlin a pu endosser le rôle de tiers négociateur et c'est sans doute cette position neutre qui explique le succès de la médiation allemande, Alger ayant pu céder aux pressions internationales de demande de libération sans toutefois céder face à la France. Benjamin Stora, la libération de Boualem Sansal s'est produite 1 mois après la sortie du gouvernement de Bruno Retailleau, qui s'était fait fort d'incarner une ligne dure face à Alger. Faut-il y voir un lien, d'après vous ? Je crois qu'il y a un lien, effectivement, bien sûr, même si ce lien n'est pas direct, bien entendu, mais il est vrai que les déclarations successives qui ont duré plusieurs mois, et pas simplement de Bruno Retailleau, parce que Bruno Retailleau, dans le fond, ministre de l'Intérieur, était dans son rôle de ministre de l'Intérieur, mais des déclarations en France extraordinairement excessives du type « il faut brûler l'ambassade d'Algérie à Paris », d'autres qui expliquaient que la France possédait la dissuasion nucléaire pour faire libérer Boualem Sansal, la bombe atomique. Donc on en était là quand même. Et donc dans le flot, disons, de ces déclarations incessantes, ça ne faisait effectivement que mettre de l'huile sur le feu dans les relations entre la France et l'Algérie. Bien sûr, à partir de là, les déclarations du ministre de l'Intérieur, qui en fait n'était que ministre de l'Intérieur et pas ministre des Affaires étrangères, ont été mal perçues à Alger, bien évidemment. Et ce regain de tension entre l'Algérie et la France, il remonte à l'été de l'année dernière, lorsqu'Emmanuel Macron a publiquement soutenu le plan d'autonomie proposé par le Maroc pour le Sahara occidental. Jules Boiteau. Tout part d'une lettre adressée par le président français au roi du Maroc, Mohamed VI, à l'occasion de l'anniversaire des 25 ans de son règne. Et quelques mois plus tard, devant le Parlement marocain, Emmanuel Macron persiste et signe. Le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent pour Paris dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et dans la foulée, la diplomatie française change de carte. Fini la ligne de démarcation, les petits pointillés qui séparaient auparavant le Maroc du Sahara occidental, territoire unifié sous les nouvelles cartes, petit symbole, mais bombe diplomatique qui met le feu aux poudres avec Alger. Le pouvoir algérien dénonce que le gouvernement français ait pris caution pour le fait colonial imposé au Sahara occidental sans en mesurer lucidement toutes les retombées potentielles.
Et les retombées, eh bien, elles déferlent en cascade. Rappel de l'ambassadeur algérien en France, enlèvement d'un influenceur opposant algérien sur le sol français, arrestation à Paris d'un agent consulaire suivi d'expulsions réciproques de diplomates, jusqu'à la suspension des accords de 2013 sur l'exemption de visa pour les passeports diplomatiques, la plus grave crise entre les deux pays de ces dernières années. Benjamin Stora, ça vous a surpris, vous, que le chef de l'État avait chargé de ce travail de réconciliation avec l'Algérie autour de la mémoire, d'entendre le président rompre avec la traditionnelle position de neutralité de la France sur cette question ô combien épineuse du Sahara occidental? Oui, vous avez raison de souligner qu'il s'agit d'une question épineuse, bien entendu. Surpris, oui et non, parce que j'avais entendu effectivement dire que le président de la République souhaitait rééquilibrer, disons, ou plutôt ou tentait d'avoir une position d'équilibre entre ces deux grands pays que sont l'Algérie et le Maroc. Mais c'est vrai qu'on est passé de cette position d'équilibre, disons traditionnelle, à l'affirmation de la marocanité, disons, du Sahara occidental. Mais vous savez, les déclarations, les traités, les programmes, par exemple, si on prend un exemple comme la question palestinienne, où il y a des plans qui sont décidés, mais sans les Palestiniens, où il y a, par exemple, des traités de paix entre la République du Congo et le Rwanda, alors que les combats se poursuivent. Bref, vous savez, les traités de paix, les programmes, etc., ne peuvent pas se décider sans les peuples qui vivent sur ces territoires. Donc, à un moment donné, je crois qu'il va falloir attendre un petit peu pour voir quelles vont être les réactions des Sahraouis eux-mêmes sur le terrain. Oui. Et c'est à partir de là qu'on pourra décider, voir quelle a été véritablement la portée de ce type de déclaration. Oui, parce qu'il faut le rappeler, hein, on touche avec le Sahara occidental à un point fondamental de souveraineté pour l'Algérie qui soutient face au Maroc le droit à l'autodétermination de la population sahraoui via le Front Polisario. C'est plus grave quand c'est la France qui emboîte la position du Maroc que quand c'est l'Espagne ou les États-Unis avant elle? Forcément. Vous savez, on y reviendra peut-être si nous avons le temps, mais la France est restée 132 ans en Algérie et c'est en grande partie la France, bien sûr, qui a dessiné et tracé les frontières il y a 200 ans. 200 ans maintenant, 2 siècles, 1830, bientôt en 2030, les frontières entre l'Algérie et le Maroc. Donc à partir de là, et cette proximité, j'allais presque dire historique, où il faut aussi tenir compte de l'importance d'une immigration, disons, algérienne très ancienne sur le territoire français, et donc aussi l'existence de ce qu'on appelle les franco-algériens, qui sont plusieurs centaines de milliers qui vivent en France, rendent, disons, la liaison, le lien, la proximité ou non des rapports entre la France et l'Algérie beaucoup plus importante que par rapport à l'Espagne ou l'Allemagne ou l'Italie. C'est tout simplement l'histoire, la géographie et la démographie qui décident, disons, des conditions très fortes de proximité qui existent entre la France et l'Algérie, à quoi j'ajouterai bien sûr aussi l'utilisation massive de la langue française. En Algérie, ce n'est pas le cas pour l'Espagne, pour l'italien ou l'allemand en Algérie. Oui, des tensions en tout cas exacerbées, on l'a vu avec Bruno Retailleau, par la question migratoire. Les visas accordés aux ressortissants algériens sont devenus une source de tension entre les deux pays. Écoutez cette déclaration d'Emmanuel Macron, c'était en 2022 lors d'un déplacement en Algérie. 1 an plus tôt, la France avait restreint le nombre de visas. Je crois que nous partageons la même volonté. D'abord, c'est de véritablement avoir une politique qui permet de lutter contre l'immigration clandestine. Je le dis parce que d'une rive l'autre, il faut comprendre les contraintes. C'est très compliqué d'expliquer aux Françaises et aux Français qu'on ne met plus de contraintes sur les visas si en même temps il y a beaucoup d'immigration clandestine, qui était la situation qu'on avait. Benjamin Stora, les députés ont adopté à une majorité récemment une proposition de résolution du Rassemblement national visant à dénoncer l'accord franco-algérien de 1968, censé faciliter le séjour, l'accès au travail et à la protection sociale des Algériens vivant sur le sol français. Le Premier ministre Sébastien Lecornu lui-même s'est dit prêt à renégocier l'accord. Nécessaire ou grave erreur d'après vous ? Vous savez, les accords de 68, en fait, c'était pour réguler la libre circulation entre l'Algérie et la France suite aux accords d'Évian de 1962. Et donc, il s'agissait, dans l'esprit du général de Gaulle, de freiner
le déplacement migratoire des Algériens vers la France à l'époque. N'oublions pas que nous vivions ce qu'on appelle la période des 30 glorieuses, donc de l'expansion économique de la France, et où donc il y avait un besoin de main-d'œuvre extrêmement fort. Donc il s'agissait de réguler. Mais depuis cette période-là, depuis 40 ans, beaucoup de traités, de décrets, de lois ont été votés pour précisément modifier tout cela. Donc, il faut effectivement aujourd'hui, 60 ans après l'indépendance de l'Algérie, peut-être remettre à plat toutes ces questions, les rediscuter. Mais vous savez, le vote sur les accords de 68 a plus, selon moi, une valeur, disons, d'avertissement idéologique adressé par l'extrême droite à l'Algérie qu'avoir véritablement une portée sur le plan économique, démographique ou politique. Réduire, comme on l'entend régulièrement dans le débat politique en France, réduire les visas ou menacer l'Algérie de réduire, comme cela a été fait en 2021, cela ne permet pas d'obtenir d'avancées, y compris sur la délivrance de ces fameux laissez-passer consulaires qui seuls, il faut le rappeler, permettent à la France d'expulser les ressortissants algériens frappés d'une obligation de quitter le territoire français. La question des visas est une question très importante pour l'Algérie, mais c'est valable aussi, vous savez, pour le Maroc et la Tunisie. Il y avait aussi eu et ça reste aussi, des problèmes très importants entre la France et le Maroc et la Tunisie, l'Algérie aussi, bien entendu. La grande question, disons, des visas, c'est effectivement la possibilité pour ces pays de pouvoir faire en sorte que les jeunes n'émigrent pas, ne partent pas. C'est ça le véritable débat, dans le fond, qu'on doit avoir, à mon sens, en France, doit porter sur ce type de questionnement, plutôt que sans arrêt porter sur des questions de fermeture, de forteresses, d'interdits, etc. Donc il faut aussi avoir toute une réflexion sur comment aider au processus de développement dans l'ensemble de cette région du monde qui, malheureusement, par parenthèse, reste une région divisée, morcelée. Et il est évident que si cette région était davantage unifiée sur le plan économique, en faisant par exemple l'union du Maghreb arabe, eh bien, elle gagnerait incontestablement sur le plan économique. Il y aurait incontestablement une progression, disons, en termes de PIB, de points gagnés en PIB. Et malheureusement, le morcellement, disons, entre les différents pays du Maghreb, eh bien, nuise précisément à ce développement et provoque effectivement des départs d'une partie de la jeunesse. D'autant que la France et l'Algérie voient ressurgir une préoccupation commune, la montée d'une menace djihadiste dans la région du Sahel, au moment où les relations se sont considérablement dégradées entre Alger et Bamako. Vous voyez comment, en avril dernier, l'armée algérienne a abattu un drone malien qu'elle accuse d'avoir pénétré son espace aérien. Ludovic de Foucauld. 1er avril dernier, un drone de fabrication turque de type Akinji est abattu en territoire malien, à une dizaine de kilomètres de la frontière algérienne. Alger reconnaît rapidement être à l'origine de la destruction de l'engin, qui coûte une trentaine de millions de dollars, en affirmant qu'il avait pénétré son espace aérien. Les autorités maliennes disent avoir demandé des éléments pour prouver cette affirmation, mais aucune suite satisfaisante n'a été réservée à la demande malienne. Le gouvernement de la transition conclut avec certitude absolue que le drone des forces armées de sécurité maliennes a été détruit suite à une action hostile préméditée du régime algérien. Action hostile, provocation du régime algérien, les mots sont forts. Et avec le Mali, les autres pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, c'est-à-dire le Burkina Faso et le Niger, décident de rappeler pour consultation leurs ambassadeurs d'Alger. Le Mali, dirigé par des militaires depuis un double coup d'État en 2020 et 2021, annonce en outre la convocation de l'ambassadeur algérien à Bamako, le retrait avec effet immédiat du comité d'état-major conjoint, une alliance de plusieurs forces armées du Sahel pour lutter contre le terrorisme, et le dépôt d'une plainte devant des instances internationales pour actes d'agression. Les relations entre Alger et Bamako n'ont cessé de se dégrader ces dernières années. Le Mali reproche à l'Algérie d'entretenir une proximité avec les groupes terroristes, notamment dans la région frontalière où l'armée malienne et ses alliés russes ont subi fin juillet de lourdes pertes. Tension, on vient de l'entendre, entre Alger et Bamako. Or, depuis l'arrivée du groupe Wagner, devenu depuis Africa Corps en ligne directe avec le Kremlin, on assiste à une progression de ces djihadistes et une déstabilisation croissante du Mali. La Russie, alliée historique de l'Algérie, devient un problème aujourd'hui pour Alger, Benjamin Stora. Très franchement, je ne pense pas que l'Algérie se soit détachée de ce partenariat stratégique qu'elle a noué avec la Russie depuis la guerre d'Algérie, la révolution algérienne. Non, je ne crois pas. Mais par contre, effectivement, il y a eu mésentente sur cette question-là par rapport notamment à ce qu'on a appelé les accords d'Alger.
2015. Voilà, qui permettait, disons, aux Touaregs notamment, de bénéficier d'une forme, disons, entre guillemets, d'autonomisation politique, culturelle surtout, et qui était importante. Donc il y a eu effectivement ce refroidissement. Mais ça ne veut pas dire que l'Algérie, disons, s'est détachée, mais au contraire a essayé, disons, de se redéployer sur le plan diplomatique. C'est-à-dire en élargissant sa ligne de front diplomatique, davantage tournée vers l'Europe, c'est-à-dire, on en a parlé tout à l'heure, vers l'Allemagne et vers l'Italie, davantage, et surtout, on aura peut-être l'occasion d'en dire deux mots, vers les États-Unis, puisque c'est vers les États-Unis qu'un certain nombre de négociations sont en ce moment en cours, notamment pour l'arrivée sur le territoire algérien de grandes compagnies pétrolières américaines qui ont signé, je crois, récemment un accord avec la Sonatrach, la grande compagnie pétrolière algérienne. Et oui, les États-Unis, justement. On va y aller pour rejoindre Mathieu Mabin à Washington, car c'est vrai, l'Algérie regarde, y compris là où on ne l'imaginait pas, du côté de Washington, Mathieu. Oui, c'est incontestable. Depuis quelques semaines, Alger assume une offensive de charme, il n'y a pas d'autre mot, envers Washington. L'ambassadeur algérien ici a même déclaré qu'il n'y aurait pas de limite à cette nouvelle coopération bilatérale, signe d'un réchauffement notable s'il en est après des années d'alignement de l'Algérie sur Moscou. Concrètement, l'Algérie négocie des accords d'investissement avec de grands groupes pétroliers américains, notamment Chevron et ExxonMobil, pour l'exploitation de gaz, y compris de gaz de schiste. Sur le plan diplomatique, on notera qu'Alger a affiché une plus grande prudence lors du récent vote au Conseil de sécurité de l'ONU sur le Sahara occidental, s'abstenant plutôt que de s'opposer directement aux positions favorables à Rabat portées, comme on le sait, par Washington et ses alliés. De leur côté, les États-Unis semblent accueillir favorablement cette inflexion pragmatique. La relation bilatérale pourrait donc bientôt gagner en dimension économique via des investissements concrets, notamment. Benjamin Stora, l'Algérie est allée jusqu'à voter au Conseil de sécurité en faveur de la résolution pour la mise en œuvre de la seconde phase du plan de paix américain pour Gaza. Surprenant, oui. Non ? Là, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Je crois que là, il y a une position très, j'allais dire, pragmatique de la position algérienne, c'est-à-dire d'aboutir coûte que coûte, à l'époque, le moment où ça a été voté, à un cessez-le-feu. Parce qu'il y avait véritablement massacre de la population civile de Gaza. L'urgence, à ce moment-là, c'était l'arrêt des combats. Mais est-ce que ça signifie pour autant un abandon des positions traditionnelles de l'Algérie, de soutien notamment aux Palestiniens, notamment pour la création de l'État palestinien? Ça, je ne le crois pas. Non. L'Algérie reste attachée, disons, à cette solidarité, à cette forme de soutien. Revenons à présent aux espoirs soulevés dans la relation franco-algérienne par l'élection en 2017 d'Emmanuel Macron. Le président s'était illustré durant la campagne par un voyage à Alger et des déclarations contre la colonisation qu'il avait qualifiée à l'époque de crime contre l'humanité. C'est la phrase qui déclenche la polémique. Quand Emmanuel Macron, en visite à Alger, livre sa définition de la colonisation, un sujet toujours brûlant. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Crime contre l'humanité, à Marseille, chez les Pieds Noirs, l'expression ne passe pas. Cette colère de voir que l'on nous met toujours à cette sauce de repentance et avec des termes qui sont très forts. Et ça, je ne l'accepte pas. Et même si Emmanuel Macron tempère ses propos quand il déclare par exemple « Je ne veux pas qu'on tombe dans la culture de la culpabilisation », les réactions indignées ont fusé à droite, chez François Fillon notamment, et au Front National. D'où sa contre-attaque aujourd'hui. Dans une vidéo sur son site internet, il accuse ses adversaires d'instrumentaliser ses propos. Emmanuel Macron affirme avoir tenu un discours de vérité. Mais pour cet historien, sa démarche est politique. Cela change tout à fait. Ce qu'il a voulu, c'est visiblement se concilier l'opinion publique algérienne et l'appui des autorités algériennes en donnant satisfaction à une revendication de repentance qui est adressée à la France depuis 1995 par les gouvernements algériens successifs. Le candidat à la présidentielle cherche sans doute aussi à attirer à lui un électorat de gauche sensible aux thèses anticolonialistes.
Un mot sur ce qu'on vient de voir tout de même, Benjamin Stora. Il aurait dû aller plus loin, une fois élu président de la République, et réitérer sa déclaration lors de sa visite en décembre 2017 à Alger. C'était très attendu. Hein. Oui, bien sûr, mais contrairement à ce que vient de dire cet historien, les Algériens n'ont jamais réclamé de repentance, mais de reconnaissance. C'est-à-dire de faire en sorte que la France reconnaisse ce qui s'est passé pendant les 132 ans de colonisation. Ça, c'est fondamental. Justement, la reconnaissance, ce travail mémoriel, vous appelez aujourd'hui à le reprendre, mais non pas à 1962, non pas à la guerre d'Algérie auparavant, mais à 1830, c'est-à-dire au début de la colonisation française. Oui, parce qu'en fait, on a beaucoup forcé le blocus du silence et de l'amnésie sur la fin de cette période, c'est-à-dire la guerre d'Algérie, guerre d'indépendance algérienne, mais dans le fond, on n'a pas, disons, rembobiné et comprendre le début du film. Parce qu'on ne comprend pas la tragédie, la cruauté, l'engrenage de la fin de cette histoire si on ne se la situe pas dans son démarrage. Or, le démarrage, c'est une guerre de conquête. Une guerre de conquête qui va durer un demi-siècle. Et ce n'est pas simplement quelques années. Au contraire, l'émir Abdelkader, disons, la résistance, 1832, 1847, 48, puis ensuite les massacres de Larouat en 1852, oui. La Kabylie en 1870, 71, avec les Mokrani, etc. Bon, je pourrais continuer comme ça l'énumération des résistances, qui, d'ailleurs, par parenthèse, signifie qu'il y avait une véritable population algérienne qui n'a pas accepté la présence coloniale française. Et cette résistance a duré très longtemps. Ce n'est pas, disons, anecdotique pour les Algériens. Ça construit, ça fabrique leur identité nationale, bien entendu. C'est quelque chose, disons, dont il faut tenir compte. Il y avait la régence d'Alger, bien sûr, en 1827, avec le fameux consul qui reçoit ce coup d'éventail. Ça prouve bien qu'il y avait une structure étatique autonome algéroise, algérienne, qui existait à cette époque-là. Bon, je ne vais pas ici refaire tout un cours d'histoire. Tout ça pour vous dire que ce qu'expliquent certains historiens sur le fait que c'est la France qui a inventé l'Algérie, etc. Non, ce n'est pas vrai, ça ne tient pas la route. Sinon, comment expliquer, disons, cette résistance, disons, qui a duré si longtemps. En 62, voilà. Qui a duré si longtemps. Si dans le fond, tout avait été pacifique, tranquille, disons une sorte de promenade de santé, non. La prise de Constantine, c'est 1837, ça a duré 1 an. C'était un siège, le siège de la ville qui a duré 1 an. Donc c'est considérable. Or, toute cette histoire n'est pas enseignée en France, elle est très méconnue. Et donc, effectivement, la commission mixte qui s'était mise en place envisageait de commencer à travailler sur les origines de cette histoire, en établissant des bornes chronologiques, des biographies de principaux personnages, et puis surtout, bien sûr, le partage des archives. Merci beaucoup, Benjamin Stora, d'avoir été notre invité. Je précise que vous êtes également le co-auteur avec Nicolas Lescanf de cette BD « Les Algériens en France, une histoire de génération ». C'est paru aux éditions La Découverte. Merci à nouveau d'avoir été avec nous, l'invité du Monde dans tous ses états. Une émission que vous pouvez retrouver sur notre site internet france24.com. Rendez-vous la semaine prochaine.